J'étais dans le couloir de ma propre maison quand j'ai entendu le bruit des roues qui montaient le trottoir. 12 valises. J'ai compté chacune d'elles être traînées par l'entrée, rayant le parquet que j'avais moi-même verni 3 fois jusqu'à obtenir la teinte parfaite de miel. Ma belle-fille, Léa, est entrée comme un ouragan de parfums de chair et de talons hauts, suivie d'une femme au regard dur que je n'avais jamais vue en personne, seulement sur des photos floues sur les réseaux sociaux. Elle ne m'a pas salué, elle n'a pas souri, elle s'est simplement arrêtée devant moi, a ajusté son sac sur son épaule et a prononcé les mots qui allaient briser le peu qu'il me restait. Votre chambre appartient maintenant à ma mère. Vous allez dans la petite chambre du fond. Le monde s'est arrêté. Mon cœur a martelé si fort que j'ai senti la pulsation dans mes tempes, mes poignets et ma gorge. J'ai regardé mon fils Raphaël, qui se tenait juste derrière elle, portant 2 autres valises, les yeux baissés, incapable de me regarder en face. J'ai attendu qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, qu'il me défende, qu'il se souvienne que c'était ma maison, le sanctuaire que j'avais construit brique par brique pendant 30 ans de travail acharné. Mais il n'a rien dit. Il a simplement déposé les valises par terre et a murmuré à maman, on en parlera plus tard, si faible qu'on pouvait à peine l'entendre. La mère de Léa, Marie, est passée devant moi comme si j'étais un meuble. Ses yeux ont parcouru mon salon, mes tableaux, mes plantes, avec une expression de dédain à peine dissimulée. Il va falloir faire de grosses rénovations ici, a-t-elle commenté, sortant un mouchoir de son sac et s'essuyant les mains comme si elle avait touché quelque chose de sale. Mais on peut faire quelque chose de présentable. Léa a ri, un rire aigu qui a résonné sur les murs qui ne me semblaient déjà plus les miens. Ma mère a très bon goût. Belle maman, vous allez voir comme tout sera mieux. Belle maman. Le mot est sorti de sa bouche avec tant de venin qu'il a semblé être une insulte. J'ai avalé ma salive, essayant de retrouver ma voix, celle qui pendant des années avait dirigé une équipe entière à l'hôpital où j'avais travaillé comme infirmière, celle qui avait calmé des patients au bord de la mort, celle qui avait consolé mon fils dans toutes ses chutes. Mais à ce moment-là, face à l'invasion flagrante de mon intimité, de ma paix et de mon espace, j'étais muette, paralysée par l'incrédulité. Raphaël, ai-je réussi à murmurer, tendant la main vers mon fils unique, le garçon que j'avais élevé seul après que son père nous ait abandonnés alors qu'il n'avait que 4 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a finalement regardé, et pendant une seconde j'ai vu une lueur de culpabilité dans ses yeux bruns, si semblable aux miens. Mais Léa s'est avancée, se plaçant entre nous comme une barrière physique. Ce qui se passe, Madame Hélène, c'est que cette maison est aussi au nom de Raphaël, vous vous souvenez? Vous avez mis son nom sur l'acte de propriété il y a 3 ans, et maintenant qu'il est marié avec moi, j'ai aussi des droits ici. Elle a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. C'était calculé, froid, triomphant. Ma mère va vivre avec nous. Elle traverse une période difficile et a besoin de notre aide. Sa chambre sera la meilleure de la maison, la vôtre. Elle a fait une pause, inclinant la tête. Ou préférez-vous qu'on la mette à la rue? Le piège était tendu. Toute plainte de ma part serait considérée comme de l'égoïsme, comme un manque de solidarité. Moi qui avais passé toute ma vie à aider les autres, à tendre la main à ceux qui en avaient besoin, à ouvrir des portes et des cœurs, j'allais maintenant être dépeinte comme la méchante insensible qui refusait d'aider une personne dans le besoin. J'ai senti les larmes brûler mes yeux, mais j'ai cligné rapidement. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir pleurer. Raphaël, et j'essayais à nouveau, ma voix tremblante. Tu es d'accord avec ça? Mon fils a soupiré, passant sa main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis petit quand il était nerveux. Maman, c'est temporaire, juste le temps que Marie se stabilise. C'est seulement quelques mois. Quelques mois, ai-je répété, incrédule. Et tu trouves ça juste de me retirer de ma chambre, de me pousser dans cette pièce minuscule au fond, sans même me consulter? On a essayé de te parler hier, a interrompu Léa, croisant les bras, mais tu étais trop occupée avec tes plantes dans le jardin. Alors on a décidé de régler ça nous-mêmes. Après tout, c'est aussi notre maison maintenant. Mensonge. Elle mentait effrontément devant moi, et Raphaël ne la contredisait pas. Personne n'avait essayé de me parler de quoi que ce soit. Cette décision avait été prise sans moi, à mon sujet, comme si je n'étais qu'un obstacle à éliminer. Marie est réapparue venant du couloir, ayant déjà exploré les pièces sans demander la permission. J'aime bien la chambre, a-t-elle annoncé, comme si elle évaluait un hôtel. Mais je vais devoir changer ces rideaux, trop démodés, et ce couvre-lit, où avez-vous acheté ça, Madame Hélène? Dans un magasin d'occasion. Ce couvre-lit avait été fait par ma grand-mère. C'était l'une de mes possessions les plus précieuses, chaque point brodé avec amour et patience pendant des mois. Il représentait des générations de ma famille, des souvenirs cousus dans le tissu. Et cette femme, cette intruse, le méprisait comme s'il était de la poubelle. Je vais aussi avoir besoin de place dans l'armoire, a continué Marie, ignorant mon expression horrifiée. Alors il va falloir que vous enleviez vos affaires de là aujourd'hui même. Léa, appelle les déménageurs pour qu'ils montrent le reste de mes affaires. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé expulsé de ma propre chambre. En quelques heures, tout ce qui était à moi a été emballé dans des cartons et transporté dans la petite chambre du fond, un espace qui contenait à peine un lit simple et une petite armoire.
la pièce que j'utilisais comme débarras, où je rangeais les décorations de Noël, de vieux outils et des souvenirs que je ne savais pas où mettre ailleurs. C'était maintenant ma nouvelle chambre. Je me suis assise au bord du lit étroit, regardant autour de moi les murs écaillés, la petite fenêtre qui laissait à peine entrer la lumière, le plafond taché d'humidité. 56 ans de vie, 30 ans de travail acharné, et c'était là que j'avais abouti. C'était ma place maintenant. Pas dans la chambre spacieuse avec vue sur le jardin que j'aimais tant, où je me réveillais avec le chant des oiseaux et m'endormais en observant les étoiles. Mais dans ce trou oublié au fond de la maison, comme si j'avais moi-même été oublié. Les souvenirs sont venus par vagues, chacun plus douloureux que le précédent. Je me suis souvenu de quand j'avais acheté cette maison, il y a 30 ans. Je n'avais que 26 ans, fraîchement séparé, avec un petit garçon à élever et aucun soutien à part ma détermination. Je travaillais à 2 emplois, parfois 3. J'étais infirmière pendant la journée à l'hôpital municipal. Je faisais des gardes de nuit dans des cliniques privées et les week-ends, je m'occupais de personnes âgées chez elles. Chaque centime que je gagnais était religieusement économisé. J'ai renoncé aux vêtements neufs, aux sorties, à tout ce qui n'était pas absolument essentiel. Raphaël a grandi en portant des uniformes donnés, en mangeant de la nourriture simple mais faite avec amour, en jouant avec des jouets d'occasion. Mais il n'a jamais manqué de rien, je m'en assurais. Même quand mon corps criait d'épuisement, quand mes jambes me soutenaient à peine après des doubles quarts de travail, je rentrais à la maison et je préparais son dîner. J'aidais avec les devoirs, je lisais des histoires avant de dormir. J'étais mère et père, j'étais tout ce qu'il avait, et je me suis assuré d'être suffisante. La maison a été mon rêve réalisé. J'ai mis 4 ans à économiser pour la compte. J'ai négocié chaque détail du financement. J'ai célébré seul quand j'ai reçu les clés. Elle était petite, elle avait besoin de rénovation, mais elle était à moi, à nous. Un endroit où Raphaël pouvait grandir en sécurité, où je pouvais enfin respirer sans la peur constante de ne pas avoir où vivre le mois suivant. Pendant des années, j'ai investi chaque centime supplémentaire dans cette maison. J'ai rénové la salle de bain, agrandi la cuisine, créé le jardin à partir de zéro. Chaque plante qui poussait dehors était comme un enfant pour moi. Je m'en occupais avec le même dévouement que j'avais pour Raphaël. Cet espace était mon sanctuaire, ma preuve que j'avais réussi, qu'une femme seule, sans aide, sans privilège, pouvait effectivement construire quelque chose de solide et de beau. Et quand Raphaël a eu 18 ans et a commencé à travailler, j'ai mis son nom sur l'acte de propriété de la maison. C'était un avocat ami qui m'avait conseillé de faire ça, en pensant à l'avenir, à l'héritage. Comme ça tu garantis qu'il aura toujours un toit, Hélène, m'avait-il dit. Et j'avais fait confiance, j'avais fait aveuglément confiance, parce que c'était mon fils, ma raison de vivre. Je n'aurais jamais imaginé que ce geste d'amour serait l'arme utilisée contre moi. Raphaël a rencontré Léa il y a 2 ans. Elle est apparue au bureau où il travaillait comme assistant administratif, tout apprêtée, confiante, bavarde, différente des autres petites amies qu'il avait eues, des filles simples et gentilles. Léa était intense. Dès le premier jour, j'ai remarqué qu'elle jugeait les gens par ce qu'ils avaient, pas par ce qu'ils étaient. Mais Raphaël était enchanté, elle le faisait se sentir important, prospère, même si son salaire payait à peine ses propres factures. Quand il a annoncé le mariage, seulement 6 mois après avoir commencé à se fréquenter, mon cœur s'est serré. J'ai essayé de lui parler, de suggérer qu'ils attendent un peu plus, qu'ils apprennent à mieux se connaître. Mais il était décidé, et Léa avait déjà tout planifié. La cérémonie serait simple, ont-ils dit. Mais au final, c'est moi qui ai assumé la plus grande partie des coûts. J'ai emprunté à la banque, j'ai utilisé mes économies d'année, parce que c'était le bonheur de mon fils, et je ferai n'importe quoi pour ça. Depuis qu'ils ont emménagé ici, il y a 8 mois, tout a changé. Léa a commencé à réorganiser la maison, sans me consulter, à faire des commentaires sur ma façon de cuisiner, de m'habiller et de décorer. C'est tellement démodé, belle maman, disait-elle en riant. Je vais t'apprendre à avoir du style. Raphaël souriait simplement, trouvant ça drôle, sans se rendre compte que chaque commentaire d'elle était un petit coup de poignard dans mon estime de moi. Elle n'avait jamais d'argent. Bien qu'elle dise qu'elle travaillait dans le marketing digital, je ne l'ai jamais vue effectivement travailler. Elle passait ses journées sur les réseaux sociaux, à prendre des photos, à se plaindre. Les factures de la maison, que je partageais avant avec Raphaël, sortaient maintenant presque entièrement de ma poche. Quand je questionnais, Léa soupirait dramatiquement. « Nous traversons une période difficile, belle maman. Vous n'allez pas aider votre propre fils ?» Et Raphaël me regardait avec ses yeux de chien abandonné, et je cédais toujours. Mais ça, cette invasion flagrante, cette expulsion de ma propre chambre, c'était la limite. Je devais réagir. Mais comment lutter contre son propre fils, contre la belle-fille qui manipulait chaque situation à son avantage? Pendant les jours suivants, j'ai été traité comme une employée de maison dans ma propre maison. Marie donnait des ordres, exigeait des repas spécifiques, se plaignait de tout. Ce café est faible, cette nourriture manque de sel, vous ne pourriez pas relaver ces serviettes? Léa la soutenait en tout, et Raphaël disparaissait simplement. Il partait tôt au travail et rentrait tard, évitant les conflits, me laissant seul pour gérer ces 2 femmes qui avaient transformé ma maison en champ de bataille. Je nettoyais, cuisinais, lavais, rangeais, tout ce que j'avais toujours fait, mais maintenant sans respect, sans remerciement. C'était comme si j'étais devenu invisible, utile seulement pour servir.
Le soir, je m'enfermais dans la petite chambre étroite du fond et je pleurais en silence, mordant l'oreiller pour que personne ne m'entende. Mon corps me faisait mal, pas seulement de l'épuisement physique, mais de la douleur émotionnelle qui était bien pire. La sensation d'avoir été jeté, de ne pas avoir de valeur, d'avoir consacré toute ma vie à quelqu'un qui me traitait maintenant comme un fardeau. C'est alors que j'ai trouvé, dans l'un des cartons que j'avais apportés de mon ancienne chambre, une enveloppe jaunie. À l'intérieur, de vieux documents, des contrats, des reçus et une lettre. Une lettre que mon père m'avait laissée avant de mourir, il y a 10 ans. Je l'avais lue une fois et rangée, sans lui accorder beaucoup d'importance à l'époque. Mais maintenant, les mains tremblantes, j'ai relu chaque mot. « Ma chère Hélène », disait la lettre avec l'écriture tremblante de mon père. « Si tu relis ceci, c'est parce que tu as besoin de te rappeler qui tu es. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. N'oublie jamais ça. Ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Tu as construit une vie de tes propres mains, et c'est quelque chose que personne ne peut te prendre. Et à propos de la maison, tu te souviens de cette propriété à la campagne que tu as toujours cru que j'avais vendue? Je ne l'ai pas vendue. Elle est à ton nom. Elle l'a toujours été. C'est ta garantie, ta sécurité. Tout est enregistré au bureau du cadastre de la ville. Utilise-la si tu en as besoin. Je t'aime pour toujours, papa. Mon cœur s'est emballé. La propriété. Je me souvenais vaguement d'elle. Un terrain avec une vieille maison que mon père avait hérité de mon grand-père. Je pensais qu'il l'avait vendue pour payer des dettes. Mais non. Elle était à mon nom. J'avais une propriété. J'avais une sortie. Le lendemain, sans prévenir personne, j'ai pris un bus jusqu'au bureau du cadastre dans la ville voisine. J'ai tout confirmé. La propriété était bien à mon nom, régularisée, sans dette. C'était un grand terrain, avec une maison qui avait besoin de rénovation, mais solide. Elle pouvait valoir beaucoup d'argent, ou elle pouvait être mon nouveau départ. Si vous aussi vous vous êtes déjà senti dévalorisé, invisible ou lésé, sachez que vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus d'histoires de dépassement et de nouveaux départs comme celle-ci. Je suis rentré à la maison avec la certitude que j'avais des options. Je n'étais pas coincée, je n'étais pas impuissante. J'avais quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, quelque chose que personne ne pouvait me prendre. Et ça a tout changé. Mon attitude a changé. J'ai arrêté de me plier devant les exigences de Marie. Quand elle m'a ordonné de laver ses vêtements à la main parce que la machine abîmait le tissu, j'ai simplement répondu « Lavez-les vous-même. Je ne suis pas votre employé. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Marie m'a fixé, incrédule, comme si un meuble avait parlé. Léa a couru du salon. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» J'ai dit, et je répétais calmement, en la regardant droit dans les yeux, que je ne suis l'employé de personne. C'est ma maison. Et si vous voulez continuer à vivre ici, vous allez apprendre à me respecter. Léa a eu un rire nerveux. Votre maison, vous oubliez que Raphaël est aussi propriétaire, et je suis sa femme. Nous avons plus de droits que vous ici. Des droits, ai-je questionné, et pour la première fois en semaine, j'ai senti une lueur de force revenir. Vous avez le droit de vivre ici, oui, mais pas de me manquer de respect, pas de me traiter comme de la poubelle, pas de prendre mon espace et d'agir comme si j'étais un obstacle. Raphaël, a crié Léa, appelant mon fils qui était dans la chambre. Viens régler ça, ta mère pète les plombs. Raphaël est apparu, avec cette expression fatiguée habituelle, cette posture de quelqu'un qui ne veut pas s'impliquer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Et je répétais, sentant la colère bouillonner. Qu'est-ce qu'il y a, Raphaël? C'est que je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'être traité comme une employée dans ma propre maison. Je n'en peux plus que ta femme et ta belle-mère m'humilient tous les jours. Et je n'en peux plus que tu fasses semblant de ne rien voir. Maman, n'exagère pas. J'exagère, ma voix est montée, toute la douleur et la frustration trouvant enfin une sortie. Elles m'ont expulsé de ma chambre. Raphaël, de la chambre que j'ai gagnée avec ma sueur, avec des années de travail acharné, alors que tu n'étais même pas encore né. Et tu n'as rien dit. Tu ne m'as pas défendu. Tu as simplement accepté, comme si je n'avais pas d'importance. Vous êtes dramatique, a interrompu Léa, levant les yeux au ciel. Nous avions besoin d'espace pour ma mère. C'était la solution la plus logique. Vous avez une chambre. De quoi vous plaignez-vous? Je me plains d'être manqué de respect. Et je criais, et le mot a résonné sur les murs. Je me plains que vous agissiez comme si j'étais un objet qu'on peut pousser dans n'importe quel coin. J'ai construit cette maison, Raphaël. Je me suis tué au travail pour que tu aies un toit, de la nourriture, une éducation. Et maintenant tu permets que ta femme et sa mère me traitent comme ça? J'ai vu quelque chose se briser dans son regard. Pendant un moment, c'était comme si mon vrai fils revenait, ce petit garçon qui me serrait fort dans ses bras, et disait que j'étais la meilleure maman du monde. Mais Léa était plus rapide. Elle s'est approchée de lui, a touché son bras, s'est penchée et a murmuré quelque chose à son oreille. Et le masque est revenu. Raphaël s'est de nouveau raidi. Maman, on va en parler plus tard. Ce n'est pas le moment. Ce n'est jamais le moment, hein, Raphaël. Ma voix est sortie fatiguée, vaincue. Ce n'est jamais le moment pour toi d'être un homme et de défendre ta mère. Ce n'est jamais le moment pour toi de voir ce qui se passe sous ton nez. Marie, qui observait tout depuis la porte du salon, a eu un petit rire. Quelle scène pathétique. Madame Hélène, vous devez accepter que vous n'êtes plus le centre d'attention. Votre fils a grandi. Il a une femme maintenant, et vous devez vous habituer à votre nouveau rôle. Et quel serait ce rôle? Et je demandais, me tournant vers elle. De grand-mère, de soutien,
Dead, a-t-elle répondu avec dédain. Pas de protagoniste. Votre temps de reine de la maison est terminé. Les mots ont été comme des gifles, mais cette fois, au lieu de me recroqueviller, j'ai grandi. Vous pensez tout savoir sur moi, n'est-ce pas? Vous pensez que je ne suis qu'une vieille femme, usée, qui n'a nulle part où aller. Vous pensez que vous pouvez me pousser, m'humilier, m'utiliser, et je vais simplement accepter parce que je dépends de vous. Et vous ne dépendez pas? Non, ai-je répondu, et le mot est sorti avec une conviction qui m'a surprise moi-même. Je ne dépends pas, et vous allez le découvrir très bientôt. Les jours suivants, j'ai agi en silence. J'ai consulté un avocat, un professionnel compétent recommandé par une ancienne collègue de l'hôpital. J'ai apporté tous les documents, j'ai raconté toute l'histoire. Il m'a écouté attentivement puis a souri. Madame Hélène, vous avez plusieurs options ici. La première chose à comprendre est que oui, votre fils est copropriétaire de la maison, et vous l'êtes aussi, et aucune décision concernant la propriété ne peut être prise sans votre consentement. Ils ne peuvent pas vous expulser, ils ne peuvent pas vendre, ils ne peuvent rien faire sans votre signature. Mais ils l'ont déjà fait, ai-je répondu amèrement. Ils m'ont retiré de ma chambre. Ils ont mis sa mère là. C'est différent des questions légales de propriété, a-t-il expliqué. C'est une question de cohabitation. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre dans des conditions dégradantes. Et il y a autre chose. Il a ouvert l'un des documents que j'avais apportés. Cette propriété à la campagne, vous l'avez fait évaluer? Pas encore. Faites-le, parce que si elle vaut ce que je pense, vous avez beaucoup plus de pouvoir dans cette situation que vous ne l'imaginez. J'ai engagé un évaluateur. Une semaine plus tard, j'ai eu la réponse. La propriété, en raison de son emplacement dans une zone en développement, valait presque 3 fois la valeur de la maison où je vivais. Si je voulais vendre, je pourrais non seulement acheter un autre bien immobilier, mais il me resterait aussi de l'argent pour vivre confortablement pendant des années. J'avais une sortie, mais plus que ça, j'avais une dignité à récupérer. Le soir suivant, j'ai réuni tout le monde dans le salon, Raphaël, Léa et Marie. J'ai posé les documents sur la table basse. Il faut qu'on parle. Et j'annonçais calmement. Léa a soupiré dramatiquement. Encore, belle maman, vous n'en avez pas marre? Asseyez-vous, et j'ordonnais. Et il y avait quelque chose dans mon ton qui a fait obéir même elle. Quand tout le monde était assis, j'ai commencé. Vous m'avez sous-estimé. Vous avez pensé que j'étais une femme sans option, sans force, sans ressources. Vous avez pensé que vous pouviez me pousser dans un coin et que j'accepterais simplement parce que je n'avais nulle part où aller. Maman, Raphaël a essayé d'interrompre, mais j'ai levé la main. Non, maintenant tu vas m'écouter. Pendant des semaines, je me suis sentie petite, invisible, jetable. Vous m'avez fait remettre en question ma propre valeur. Et ensuite, je me suis souvenu de qui je suis. Je me suis souvenu de tout ce que j'ai construit, de toutes les batailles que j'ai gagnées. Et je me suis souvenu que je n'ai pas à accepter le manque de respect de qui que ce soit, même pas de mon propre fils. J'ai poussé les documents vers eux. Ceci est l'évaluation d'une propriété qui est à moi. Seulement à moi. Elle vaut beaucoup plus que cette maison. Si je veux, je peux vendre, acheter un autre endroit et vivre tranquillement loin de vous. Le visage de Léa a pâli. Marie s'est penchée pour lire les papiers, et ses yeux se sont écarquillés en voyant les montants. Raphaël me regardait simplement, confus. Mais je ne veux pas faire ça. Et je continuais. Je ne veux pas fuir ma propre maison. Je ne veux pas vous laisser m'expulser de l'endroit que j'ai construit. Alors voici ma proposition. Soit vous apprenez à me respecter, soit je vends cette propriété. J'achète la part de Raphaël dans cette maison, et je vous expulse d'ici. Parce que voyez-vous, en tant que copropriétaire, j'en ai le droit. Vous ne pouvez pas faire ça, a crié Léa, se levant brusquement. Si, je peux, ai-je répondu tranquillement. J'ai déjà consulté des avocats, et je peux. La question est, allez-vous me forcer à le faire? Marie s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise. Madame Hélène, je pense qu'il y a eu un malentendu. Il n'y a eu aucun malentendu. Et je coupais. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Vous m'avez humilié délibérément. Vous m'avez traité comme une employée. Et maintenant que vous avez découvert que je ne suis pas la victime sans défense que vous pensiez, vous voulez faire marche arrière. Maman, Raphaël a finalement parlé, et sa voix était brisée. Je n'ai pas réalisé, je ne voulais pas. Tu ne voulais pas quoi, Raphaël? Tu ne voulais